avec ce regard justement sur d'Orléans, on va dire Nantes. Mais bon, c'est la même chose dans le Bordelais ou en Bourgogne. Est-ce que, j'ai envie de vous poser cette question tout de suite, est-ce que la baisse de la consommation, dont on a peu parlé pour l'instant, mais bon, qui est patente, que suit tout le monde, est-ce que vous estimez qu'elle est liée au message sanitaire et à la prohibition, pour faire court? Ça marche, hein? Oui, parfait. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que M. Corbeau a dit tout à l'heure. Il a dit que tout ça, c'est la peur de l'incertitude. Et la seule réponse à la peur de l'incertitude, c'est évidemment l'éducation. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Peur de l'incertitude, éducation en général. Et on est en train de parler là de l'évolution de notre société en général. Elle est vraie pour le vin, elle est vraie pour... il y avait des articles sur le cannabis dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Elle est vraie sur la bouffe, elle est vraie sur la manière de conduire, elle est vraie sur tout. Et c'est pour répondre plus directement à votre question, moi je ne fais pas de lien de cause à effet entre l'attitude des pouvoirs publics et le niveau de consommation de vin. En revanche, les deux sont la cause de l'évolution de la société. Donc l'évolution de la société conduit les pouvoirs publics à avoir des messages un petit peu abrupts et un petit peu à l'emporte-pièce sur la consommation de vin, et conduit l'évolution de la société va avec une diminution de la consommation de vin en général. Alors, la problématique pour nous, on a deux solutions dans cet état de fait, c'est soit on change le monde, soit on s'adapte au monde. Alors, il faut quand même qu'on participe à changer le monde, il n'y a pas de raison, donc on y participe, on y réfléchit ensemble, on y travaille, on donne notre vision de ce qui est, de comment on éduque, mais surtout, il faut surtout qu'on consacre notre énergie à nous adapter, et ça on sait faire. En particulier, on sait faire, par exemple, sur la loi E20, elle nous interdit. Elle ne nous empêche pas de communiquer autour du vin. Alors c'est beaucoup plus compliqué, ça demande des trésors d'inventivité, mais on y arrive. Jean-Jacques de Bordeaux crie de temps en temps en disant dire que nous sommes le seul pays où un Grand Prix de Formule 1 n'est pas fêté avec du champagne français. Il n'y a que chez nous. Donc il y a quand même quelques problèmes de ce côté-là. Tout à fait. On va les régler, mais en attendant, il faut qu'on travaille. Donc on travaille. On a organisé le week-end dernier VVR, qui était une bonne manière de parler du vin et de parler des vignobles sans être confronté à la réglementation des pouvoirs publics. Donc voilà, notre vrai problème à nous, c'est qu'on a besoin finalement de réponses rapides sur cette diminution de la consommation. Alors on parle aujourd'hui en France d'environ 50 litres par an et par habitant, et on voit dans d'autres pays occidentaux, enfin, qui ont nos habitudes un petit peu, qui ont pas notre culture, mais les États-Unis qui progressent régulièrement. Alors je ne sais plus à combien ils sont à 17 ou 20 litres par an et par habitant, et puis l'ensemble des pays monte. Alors vers combien on va converger? On va tous converger vers 25 ou 30 litres par an et par habitant, mais cela me semble, moi, inéluctable. Donc on peut se battre un peu pour essayer de faire bouger les choses, mais il faut qu'on s'adapte économiquement, et il faut que la filière travaille à s'adapter à cet état de fait, c'est que la consommation des vins en France va chuter, va continuer à chuter. Or, nos bassins commerciaux, c'est la France. Donc on a un petit souci. On a évidemment quelques espoirs, puisque la consommation mondiale continue à progresser. On estime de 1 ou 2% par an d'augmentation. C'est peut-être optimiste, je ne sais pas. Aujourd'hui, aucun scénario ne prévoit de diminution de la consommation mondiale de vin, sauf épiphénomène économique, comme on a eu en 2008-2009, avec une légère stagnation, une petite diminution. Donc nous, notre challenge, c'est comment on fait pour s'adapter à ça, c'est-à-dire que la consommation, elle n'est plus chez nous, elle est ailleurs. Donc travaillons à changer les mentalités, mais surtout travaillons à trouver des bassins commerciaux. Mais travaillons sur le produit, comment il faut justement se rendre plus attractif, séduisant
sur quel terrain il faut se positionner? Là, c'est un grand cours de marketing qu'il faudrait faire. Je ne sais pas si je suis le plus à même pour faire un cours de marketing sur comment on adapte le produit au consommateur. Nous, on a un problème. Le problème majeur de notre filière, c'est une inadaptation de notre système économique au marché distant. Hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup de petites unités économiques face à un marché énorme et donc une inadaptation. Et est-ce qu'on a quand même des chances quand on voit la grosse cavalerie américaine, la globalisation et la standardisation des produits, qui est l'antithèse de ce que nous on fait nos produits à nous. Et si effectivement c'est à l'extérieur, c'est à l'export qu'il faut viser, est-ce que c'est pas rédhibitoire pour nous? Alors oui, on en parlait. Moi, je ne crois pas du tout à ça. C'est-à-dire que si... Enfin, je connais sûrement moins bien le marché américain, sauf que ce qu'on observe aux États-Unis, c'est pas ça, c'est pas la standardisation. C'est-à-dire qu'il y a eu de la standardisation, mais maintenant, le consommateur américain, éduqué, un petit peu plus éduqué en tout cas que la génération d'avant, commence à se dire « Ah bah oui, mais donc on me posait 10 types de vins, alors j'avais le droit du Merlot, du Sauvignon, mais ah oui, il existe... Dans la famille des Sauvignons, d'autres Sauvignons, il y a du Sauvignon Touraine qui n'est pas sucré, lourd, surmûri. Ah bon, il existe d'autres types de Merlot, et puis il existe... Ah bon, on mélange aussi les... Bon. Et donc, on est vraiment dans ces pays-là qui sont un peu à la seconde étape de leur apprentissage de la consommation de vin, vers justement une recherche de la diversité. Et c'est à cet endroit-là que nous, on a toutes nos cartes à jouer, parce que nous, on a la diversité, on la mesure. On peut même remarquer que le vignoble américain, les producteurs américains, singent nos appellations. Alors, évidemment, ils font peut-être mieux que nous, puisqu'ils ont du recul, mais ils commencent à sonner leur territoire par type de climat, par type de coteau, par type de village, en disant ça c'est un terroir comme ci, ça c'est un terroir comme ça, donc mon vin il vient de là, et donc ils ont besoin de raconter l'histoire comme nous. Donc il n'y a aucun souci, nous on sait très très bien faire ça. Notre problème c'est notre capacité à aller loin. J'ai d'autres questions à vous poser, mais là-dessus, Jean-Pierre Corbeau voulait compléter. Oui, enfin, bon, peut-être je vais provoquer des réactions. Vous suggérez des choses. En tout cas, moi, j'ai cité tout à l'heure un programme de recherche auquel j'avais participé, donc avec on était beaucoup d'équipes, dont l'INRA Pêche Rouge qui fait du vin, sur le vin de qualité et allégé. Et donc, on a vu comment, effectivement, des clientèles, alors c'est plutôt par rapport à ce que vous nous donniez comme typologie tout à l'heure, c'est le vin de soif, disons, le vin de soif. Alors, c'est des vins, donc, alors après, est-ce que c'est quel process, est-ce qu'on industrialise le vin, ça c'est d'autres problèmes, mais on peut avoir il y a des personnes qui vont par osmose inverse pouvoir faire eux-mêmes travailler des technologies qui peuvent ne pas échapper aux viticulteurs, ça c'est un autre problème, je veux dire simplement, il y a des vins dont on arrive. On avait fait des expériences avec le Centre européen du goût, qui était une des équipes, hein. Donc des vins sur certains cépages, particulièrement sur des vins rosés qui devaient être, je ne sais plus ce que c'était le cépage, on a fait sur du... ça me reviendra tout à l'heure, il y avait plusieurs cépages qui ont été expérimentés, et on s'est aperçu que des vins, alors on était quand même 20 VGNT, 20 personnes à déguster à l'aveugle, quand même amateurs ou spécialistes d'œnologues et tout, et certains vins ont été diminués à 2,5 degrés, sans, avec une nouvelle technologie, sans que on fasse la différence. Nous, on a même trouvé, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouvait, nous, entre guillemets, amateurs ou spécialistes du vin, certains vins qui étaient des vins qui tous étaient des vins qui arrivaient à 14. On les descendait à 12 ou 11,5, et à 11,5 ça passait pas bien, mais à 12 on les trouvait plus agréables, plus équilibrés. Alors ce qui est intéressant dans cette enquête, je vous donne ça parce que le consommateur arrive là, ça a été publié, vous pourrez le procurer, je te donner après les sites, etc. Ce qui était intéressant, c'est que quand on disait au consommateur, ce vin est un vin qui était de qualité, qui était allégé, sans rentrer dans les techniques d'allègement, il y en avait plusieurs. Ce vin est un vin qui a été allégé,
les personnes qui les avaient goûtées, qui les avaient trouvées bonnes, quand on donnait l'information que ce vin est allégé, d'un seul coup, il apparaissait comme trafiqué. Et donc, il y avait refus. Sauf chez les femmes, qui vont, et pas surtout le rouge, c'était rédhibitoire, du rouge allégé, va des rétro-satanas. Le blanc, ça dépendait, et le rosé, particulièrement quand on a fait les enquêtes l'été, le rosé allégé, il cartonnait, à tel point que Pêche Rouge a fait justement, on revient sur la question que vous évoquiez tout à l'heure, Pêche Rouge a commercialisé un vin allégé en rosé. Ils ont été dévalisés et ce vin a été encouragé par la gendarmerie nationale, ce qui est quand même rare, il faut le dire, dans le cas de la Romaine, a été encouragé, c'est-à-dire il y a eu des articles, il y a eu un agrément de la gendarmerie nationale privilégiant le fait que les jeunes puissent dans des boîtes boire ça, etc. Il y a un certain nombre de vins qui arrivent qui sont, on revient à plusieurs, on peut le couper avec de l'eau, là il sera peut-être déséquilibré, mais je pense qu'à l'heure actuelle, la qualité des vins, et on retourne au point de l'alcoolisation, c'est que des vins sont excellents, mais que les techniques de l'eau à l'heure actuelle sont plus fortes, et que le réchauffement de la planète, en tout cas provisoirement, provoque des problèmes. Donc, effectivement, les clientèles anglaises, parce que c'est une étude comparative, hein, et que pour le coup en Angleterre, les Australiens et tout inondent le marché féminin avec des vins allégés, et que les vins allégés qu'on apportait faits en France, en Angleterre, à titre expérimental, satisfaisaient tout à fait les consommateurs anglais et les jeunes consommatrices et jeunes consommateurs. Je termine parce que c'est quand même marrant pour une petite histoire. Marion de Mossier, qui travaillait, qui faisait l'enquête avec moi, avait donc un certain nombre d'étudiants à Bath qui pratiquaient le drinking. Et c'est le vin allégé, ils l'ont trouvé fabuleux parce qu'ils disaient quand on est rentré dans une logique de défonce, ça nous permet de nous reposer. C'est-à-dire qu'ils utilisaient le vin allégé presque comme de l'eau. Ça veut dire quand même que, et quelque part, ils étaient prêts. Ils trouvaient que c'était bon, c'était reposant pour la bouche par rapport aux alcools qui les brûlaient. Merci. Je retourne vers Jean-Martin plutôt en revenant sur la question justement de l'efficacité à l'export. Je vous ai entendu parfois mettre en cause le fait que la puissance publique soit responsable de l'inefficacité de notre système. Est-ce que là-dessus, bah oui, on est bien au cœur là aussi, des paradoxes de la politique. Est-ce que vous pouvez être plus précis là-dessus? Voilà, c'est un vaste débat qui nous emmène au-delà des problèmes de consommation. Oui, notre paysage rural et économique est lié au choix qu'ont fait nos politiques, qu'ont fait la société et qu'ont fait notre politique. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'agriculture en général et à la viticulture en particulier d'aménager les paysages et de conserver la ruralité, d'animer la ruralité, d'être la ruralité. Et ça a très bien marché. On a très bien conservé le paysage, on est classé à l'UNESCO, c'est formidable, on a encore des paysages ruraux, on a encore de la vie dans nos villages, aussi un petit peu grâce à nous. Ça a très bien marché, mais ça ne fait pas de nous des bombes nucléaires sur les marchés américains. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est bizarre, vous ne savez pas vendre aux États-Unis. Elle dit, c'est normal, on ne nous a pas demandé de faire ça, voire même, l'ensemble des structures qu'elles s'appellent SAFER, commission des structures, système, tous les systèmes existent pour empêcher l'économie d'être efficace, sont tournés vers bien d'autres considérations que celles d'être efficace économiquement ou commercialement. D'où un petit problème, et une responsabilité là aussi des pouvoirs. Alors là, à mon sens, plus importante que celle sur les volumes de consommation. Vous disiez même que les affaires sont jugées au nombre de jeunes viticulteurs qui nous permettent d'installer, pas forcément sur la qualité de ce qu'ils font. Quoi. Oui, c'est toujours pareil. On a vu ça avec les gendarmes et la politique du chiffre. On s'aperçoit que tout d'un coup, ils arrêtent pour pouvoir faire des choses élucidées. Là, on jugeait les affaires, on jugeait les affaires sur le nombre de jeunes qui s'installent, qui est un très bon indicateur pour juger si une économie est dynamique ou
ou pas, mais on peut pas, ça ne peut pas être un critère qui serve pour distribuer tel ou tel droit. Tout à l'heure, dans la précédente table ronde, Jean-Pierre Cambon parlait de reconstruire un système de normes, hein, forcément avec le tableau que vous avez décrit. Et là, quels indicateurs faudrait mettre en place? On a 3 heures devant nous. D'accord, ça va être très compliqué. Non, mais moi je suis persuadé que on peut, enfin, les logiques industrielles et artisanales ne s'affrontent pas, elles se complètent. Donc, je suis persuadé qu'on peut arriver à mettre des systèmes économiques qui soient efficaces comme peuvent l'être des structures industrielles, tout en préservant leur territoire, comme peuvent le faire les artisans ou les structures familiales. Je ne crois pas du tout que ce soit tout l'un ou tout l'autre, donc il faut s'atteler à ça. Voilà. Donc après, les indicateurs, ils sont très très fins, mais il faut que ce soit des indicateurs et pas des clés. Voilà, c'est pas... si on dit par exemple les haies sont un indicateur de la variété du paysage, c'est pas parce qu'on va payer des gens pour planter des haies. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas tout confondre. Voilà. Mais donc c'est très difficile de rentrer dans le détail des indicateurs. Ils sont tous très pervers en plus, les indicateurs. Michel Darnaud. Oui, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. On ne sait pas trop comment vendre sur le marché américain, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des outils, hein, les VIE, les missions économiques, proposent des possibilités pour des étudiants. Nous, on forme des étudiants qui doivent partir en stage 4 à 6 mois à l'étranger. Il y a des fonds qui permettent de financer ces études. Ils se mettent au service de professionnels qui demandent à réaliser des études ou à préparer ce type de travail. Donc il y a des choses qui sont en place et qui sont peut-être un petit peu sous-exploitées par la profession. Je me souviens qu'il y a, je ne sais pas s'il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait des responsables des missions économiques au Salon des Vins à Angers et qui cherchaient des volontaires pour partir justement aux États-Unis, dans les consulats américains, dans les missions économiques des consulats américains, pour faire ce type d'études, pour y chercher des volontaires. Et on n'a pas réussi à en trouver. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se retrousser les manches et il faut d'un côté que les professionnels franchissent cette étape-là, peut-être en faisant seul, c'est peut-être difficile, mais on peut se mettre à plusieurs, avec l'aide des missions économiques. Et puis il y a aussi des centres de formation ici et là qui fournissent des gens qui sont en principe formés pour faire ce genre de choses et s'attaquer à des marchés où on est absent. Deuxième chose, donc j'aime bien me balader quand je suis aux États-Unis ou au Canada dans des magasins où on vend du vin et je compare un petit peu d'une année à l'autre l'évolution des rayonnages. Et je vois petit à petit que les vins, donc c'est les vins de soif dont vous parliez tout à l'heure, les rayonnages réservés aux vins français tendent à diminuer d'une année sur l'autre, et ils sont occupés systématiquement par les vins italiens et les vins chiliens. Je dois préciser aussi que très souvent dans ces magasins de vin, qui sont les magasins de vin dans ces pays-là, pour ceux qui y sont allés, hein, ce sont de véritables supermarchés de vin. Et il y a souvent des promotions qui sont faites, qui sont animées, des animations qui sont faites. Donc il y a là des Chiliens qui sont là, il y a des Italiens, les Italiens sont très présents. Les Espagnols, depuis quelques années, sont très agressifs. Les Français sont absents. Les Français comptent sur leur réputation. On est les meilleurs, point barre. C'est l'argument. Et on laisse faire le reste. Ou alors on passe par des vendeurs locaux. Vous savez, avoir un vendeur français qui va parler anglais avec l'accent français, un petit peu comme Maurice Chevalier quand il parlait anglais, ça a un charme. C'est comme l'accent de Petula Clark quand elle parlait anglais. Il n'aurait surtout pas fallu qu'elle parle français comme une Française. Son charme, c'était de continuer. Ça fait partie des choses qui marchent. Donc il faut employer, il faut aller là-bas, soit la profession, soit des jeunes qui sont spécialisés dans ce domaine du marketing.
Il faut aller sur les marchés, il faut vendre, il faut aller sur le terrain, il faut parler aux consommateurs. Très bien. André Derrieux? Juste pour rebondir, Philippe, si vous me permettez, par rapport à ça, parce que ça me fait penser tout de suite, les Italiens, ils ont fait Hit Italy, hein, aussi. Donc, ils ont fait Hit Italy à Turin, sur place, et Hit Italy à New York. Et ça veut dire qu'aussi, je dirais, ils n'ont pas fait ça tout seul, hein. C'est avec aussi l'État italien qui ont fait ça. Hein. Et tout un ensemble de régions. C'est-à-dire que c'est un magasin où c'est Hit, I-E-A-T, manger italien. Donc manger italien, c'est tout le côté produit italien, avec bien sûr tous les vins italiens. Tous. Oui, je prends la suite en disant qu'effectivement, il faut aller sur place, il faut parler, et qu'on a à notre disposition quelque chose qui marche bien dans le domaine du marketing, c'est le storytelling. Et le storytelling, nous, on en a des histoires à raconter, et justement, c'est basé sur tous ces patrimoines vitivinicoles que l'on a. Il y a des gens, c'est marrant parce que les vignerons et les domaines, ils sont assez en pointe, et donc ils font du storytelling, mais comme ils n'ont pas d'histoire à raconter, ils en inventent. Et ça marche très bien. Donc il y a beaucoup de produits chez nous, beaucoup de domaines qui ont plein de trucs à raconter, et il suffit de trouver le bon angle. Ça peut être la géologie, ça peut être la vente de la bouteille, ça peut être l'historique du domaine, etc. Mais vous devriez aussi songer à reprendre ce slogan du slow food pour le vin, le slow boire. Parce qu'en vous écoutant, je pensais à, je crois, Ce serait bien de lui donner un micro à la dame. De Pierre Sanson, l'éloge de la lenteur, il parle du vin, de la sagesse du vin. Et puisque vous parlez d'éducation, je pense qu'à la racine de ça, il y a effectivement une espèce de glorification de la vitesse dans tout et dans l'excès, comme vous l'avez dit, et qu'il serait peut-être temps de renverser un petit peu la vapeur dans les esprits et de faire comprendre aux gens que ce qui est agréable, ce qui est exquis, c'est la lenteur. Et le vin est quelque chose qui se déguste, donc qui ne s'avale pas. Donc, je ne sais pas, une espèce de slow boire que vous pourrez imaginer. Les Italiens ont une expression pour ça, parce qu'on parle peut-être de boire du vin à table ou pas à table, et ils ont des vins qui s'appellent les vins de méditation. Et on peut méditer à plusieurs autour d'une bonne bouteille. On en fait aussi dans la dehors. Ah bah bien sûr. Mais il s'agit de le vendre comme tel. Et merci d'avoir ouvert. D'autres, sûrement plein de questions de votre part. Quand même. Peut-être pour rebondir sur Hit Allez, Italy. Pour rebondir sur Hit Italy, le gouvernement met en place un grand dîner pour la gastronomie le 23 septembre, qui doit être une fête reconduite tous les ans nationalement pour mettre en avant la gastronomie. Le 23 septembre, c'est demain. On travaille dans le monde du vin. Je ne suis pas persuadée qu'ils aient pensé à la représentation du vin au sein de cette manifestation. Il y a un site internet effectivement sur repas cette journée de la gastronomie française. Il y a très très peu d'initiatives autour du vin. D'autres commentaires, éclairages, expériences. Je voudrais dire que malheureusement aujourd'hui c'est pas politiquement correct d'en parler. Je veux dire, c'est pas ça, c'est que c'est pour ça que je disais qu'il faut faire évoluer la loi ENA. Mais si vous dites mais on peut boire du vin, vous avez tout de suite des associations qui vont vous parler des accidents de voiture, on a tout ça quoi. Donc c'est très compliqué. Mais je trouve qu'il manque dans cette table ronde aussi les restaurateurs. Parce que les restaurateurs, ils ont aussi une responsabilité, je dirais, d'abord ils peuvent avoir une complicité avec le viticulteur et en même temps une responsabilité éducative. Monsieur le député, juste, est-ce que effectivement ça ne correspond pas? Parce qu'on sait que même notre président ne voit pas ça. Est-ce que c'est pas. Non mais. Est-ce que c'est pas le problème d'aujourd'hui finalement? Ça croise plein de choses, tout ça. Non mais c'est une image. Non, non, mais c'est quand même. C'est jamais par hasard. On en parlait avant la table ronde, c'est vrai que maintenant il y a censure. La censure, c'est ça, c'est comme ça.
Et après, il y a un phénomène de diffusion qui s'appelle l'autocensure et qui emmène tout. En fait, la loi Evin, c'est ce qui est dit, on fait de la publicité pour le vin dans certaines conditions, on rajoute notamment la mention du consommer avec modération. Or, on s'aperçoit que vous écoutez n'importe quelle émission de radio, n'importe quelle émission de télé, voire même des articles de journaux, vous voyez apparaître cette mention. C'est-à-dire qu'un journaliste qui n'a rien, qui n'a pas à se soumettre à cette loi-là, qui ne fait pas de la publicité de son travail de journaliste, il trouve le moyen, au cours de la fin d'une interview, une émission télévisée sur le vin, ou sur les vendanges, ou sur une activité qui est agricole, qui est une activité économique, de dire, voilà, cette année, les vendanges seront bonnes, nous ferons du bon vin à consommer avec modération, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est systématique, et c'est de l'autocensure.